sont déjà en pleine conversation. Marie McEndroe est restée et on accueille à l'instant José Franco, bonjour. Bonjour. Et sa conjointe Claudia Capraoui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, tous les deux. José Franco, on a été frappés hier matin en lisant votre lettre dans la presse, mais on s'est dit, mais quelle lettre éloquente, courte, simple. Et je vais vous demander de nous raconter votre histoire. Et cette lettre-là, pourquoi vous l'avez adressée spécifiquement à M. François Legault et aux membres de la CAQ? Ben hier, je pense que cette semaine, M. Legault a fait une proposition sur l'immigration, de dire qu'après 3 ans, on aurait un genre de certificat, si on n'aurait pas le français aux 3 ou 4 ans, nous renvoyer. À la limite, c'est ça qu'il disait. Ça m'a beaucoup interpellé. Moi, je me suis remis dans ma situation où, quand on est arrivé au Canada, en 79, je me rappelle encore très bien, j'avais 10 ans, mais il faut penser que pour les immigrants, c'est une coupure froide avec leur culture, où est-ce qu'ils sont, leurs amis, leur famille. Vous arriviez du Portugal? On est arrivé du Portugal, j'ai beaucoup de familles encore au Portugal. Je me rappelle encore de pleurer cette journée-là quand on partait. C'était pas la joie, là, pour un enfant de 10 ans. Et on est arrivé ici, on a travaillé dur. Mes parents ont commencé à travailler dès le lendemain de leur arrivée dans une manufacture au salaire minimum. Eux autres sont venus ici pas pour eux, pour nous, pour leur enfant. Et vous étiez une grande famille? Oui, on est arrivés 4 en même temps. On a deux frères, un frère et sœur qui sont restés au Portugal, qui étaient plus vieux, mariés. Donc, on est arrivés tous en même temps. Et là, c'est ça, c'est s'adapter, c'est apprendre le français. On l'a tous appris le français. Moi, j'étais à l'école en français parce que c'est la loi 101. Je vous dirais, dans le temps, c'était pas nécessairement un choix évident. Il y a beaucoup de Portugais qui parlaient anglais. À la cause de la loi 101, j'étais en français. Je pense que c'était une très, très bonne chose. Oui. Et c'est ça, j'ai fait mon secondaire, mon cégep, et après, bon, ça a bien été. Mais ce que vous dites à M. Legault, c'est, étant donné la situation de mes parents, vous nous auriez renvoyés. Clairement. Mon père, bon, malheureusement, au Portugal, les conditions économiques, c'est très difficile. Il a jamais appris à lire ou à écrire. Demander à 49 ans à un monsieur d'apprendre une autre langue, oubliez ça, c'est trop difficile. Surtout quand il faut qu'il se rende à l'usine dès son arrivée. Tout à fait. Là. Donc, et c'est ça qui est choquant. Donc, ça veut dire que après 3 ans, 4 ans, ma famille aurait été je sais pas où, parce qu'on a tout coupé, parce qu'on avait chez nous au Portugal, parce que lui, il parlait pas français. Ouais. Moi, je parlais déjà très bien français à 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, mais c'est pas le cas des parents. C'était pas le cas des parents. Et vos sœurs ont aussi très bien appris le français. Tout à fait. Vos sœurs ont des enfants. Oui. Qui font quoi maintenant? Ben, il y en a une qui est comptable comme moi. Il y en a un qui est directrice en marketing. Il y en a un qui est en travail au revenu. Donc, il y en a un qui est parti à son compte. Ils sont tous bien. Il y en a qui travaillent dans la construction. Ils sont vraiment tous bien. Tous en français. Tous complètement intégrés, devenus des Québécois francophones actifs dans la société. Oui, tout à fait. Qui sacrent très bien. Oui, vraiment bien. OK, là, vraiment, toutes les preuves sont faites. Dans votre cas, Claudia Capraoui, vous êtes née en Argentine? Absolument, oui. Et vous êtes arrivée ici? La même année que José. On est arrivés la même année, sauf que moi, je suis allée dans l'Outaouais. OK. Parce que la famille de mon père était dans l'Outaouais. Puis, c'est ça, donc, mais on s'est connus en 91, donc, plusieurs années plus tard, parce que moi, j'étais venue habiter ici, à Montréal pour étudier. Et qu'est-ce qu'il y en est de vos parents? Est-ce qu'ils ont réussi à apprendre le français? Disons que ma mère était née en France, mais des parents allemands, et puis mon père, il était né en Argentine, des parents polonais. Donc, maman parlait déjà français. Mais mon père, lui, bon, évidemment, il a appris le français, oui, mais disons qu'il se débrouille bien, mais c'est pas sa langue, c'est clair. Ensemble, on parle toujours espagnol après 35 ans, 36 ans presque ici, alors. Et vous étiez combien d'enfants dans votre famille? Il y avait moi puis mon frère. D'accord. Ouais. Et est-ce que tous les deux, vous avez eu un parcours, vous, maintenant, vous êtes aussi une personne très active dans la société, là. Vous êtes pharmacienne propriétaire, absolument, oui. Mais êtes-vous dans la région de Montréal, tous les deux? Moi, Saint-Eustache, ma pharmacie est à Saint-Eustache. OK, d'accord. Alors, il y a vraiment quelque chose pour vous qui doit être décourageant d'entendre des propos comme ce qu'on a entendu cette semaine? Oui, c'est très décourageant. Et je vois hier, excusez, PKP, monsieur... Pierre-Carl Péladeau. Excusez, merci. Monsieur Péladeau, qui revient sur la même chose. Je sais que c'est excusé par après, qu'il disait, il a dit qu'est-ce qu'il pensait pas. Ou il pensait pas qu'est-ce qu'il disait, je suis pas sûr lequel des deux, là. Mais c'est toujours revenir à la même chose. Quand on pense à l'immigration, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? C'est l'immigrant qui vient d'arriver, qui a de la difficulté. Pensez un peu plus loin. L'immigration, c'est pas quelque chose pour demain matin. Quand il y a des gens qui arrivent, on parle de 40 000 immigrants par année. Demain matin, ils sont pas tous intégrés. Dans une génération, 2 générations, on parle des gens du Maghreb qui ont de la difficulté à s'intégrer.
Attendez, soyez patients. Le facteur temps, Marie Ouais. McEnroe a l'air d'accord avec ça. Oui, hein? je voulais dire, il y avait une anecdote qui disait que quand John Kennedy avait été élu président des États-Unis, 59, si je ne me trompe, je ne veux pas faire de bêtises, mais en tout cas vers la fin des années, début des années 60, autour de ça, oui. Oui, eh bien, les sociologues avaient dit, ça y est, les Irlandais ont fini leur intégration aux États-Unis. Et 1840, c'était les grandes vagues d'immigration au moment de la famine, évidemment. Alors, on voit les films comme Gangs of New York, et on voit bien le genre de conflit qu'il y avait, tout ça. Donc, et historiquement, on raconte, à chaque génération, on oublie les problèmes d'intégration des immigrants passés et on dit ceux du passé, c'était tellement facile. Parce que je suis sûr que pendant que vous parlez, les auditeurs sont en train de se dire, oui, mais c'était pas pareil, ils étaient blancs, ils étaient portugais, c'était des bons immigrants. Maintenant, les récents, c'est des non-intégrables. Mais ça, ce phénomène-là de refaire l'histoire en disant que ça a toujours été plus facile dans le passé, c'est comme une amnésie, une douce amnésie. Alors, je pense que fondamentalement, oui, le temps est important. Là, on parle de la mobilité politique, évidemment. Peut-être les Irlandais ont été intégrés avant, mais fondamentalement, monsieur a absolument raison. Déjà, la deuxième génération, c'est le jour et la nuit au niveau des enfants. Mais lui, vous l'appelez, selon votre vocabulaire de spécialiste, et monsieur José Franco serait un 1.5? Ben, ça dépend. En principe, 1.5, il faut qu'ils aient été scolarisés entièrement au Québec. Donc, c'est ceux qui arriveraient avant 5 ou 6 ans. Mais quand c'est au primaire, des fois, on étend le 1.5 jusqu'au primaire. Alors, je pense que vous êtes un exemple de 1.5 parce que vous êtes pas comporté, mais quand même 10 ans, comme vous dites, c'est assez vieux pour avoir vécu un choc culturel, c'est assez vieux pour avoir eu des deuils. C'est pas la même chose que si vous arrivez petit bébé dans les bras de votre maman. Là, je me rappelle très bien de là-bas, donc on avait fait la même chose. Et pour revenir à ces déclarations de Pierre-Carl Péladeau, on employait le mot décourageant tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous décourage le plus là-dedans? C'est qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi ils font ça, mais à chaque fois qu'on dirait qu'ils veulent gagner des votes, je suis sûr de comprendre pourquoi que la charte a été amenée, comment qu'ils l'ont amenée. On dirait qu'ils veulent faire des votes sur les ethnies ou sur les immigrants, au lieu de travailler sur les vrais problèmes. Donner les taux de travail, faciliter l'intégration au travail. Pourquoi qu'au Québec, le taux d'immigration, le taux de chômage des immigrants est plus fort qu'ailleurs au Canada? Je ne sais pas la réponse, mais travailler là-dessus. Les immigrants veulent arriver ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent travailler. Je sais qu'on veut les intégrer, qu'ils veulent apprendre qu'ils veulent qu'on apprenne le français le plus rapidement possible. Faites le contraire. On travaille. Une fois qu'on travaille, déjà, nourrir sa famille, c'est la première chose. Le français va venir par après. Il va le venir, là, mais est-ce que c'est en un an? Est-ce que c'est en 5 ans? Est-ce que c'est en 10 ans? Je sais pas le dire. Sauf que le monde de l'emploi dépend de plus en plus de la capacité de lire, il y a de plus, même dans les technologies, il faut quand même pouvoir de plus en plus utiliser la langue. Quand monsieur est arrivé, les immigrants qui connaissaient le français composaient 35% de l'immigration. Et maintenant? Aujourd'hui, 60%. Oui. Alors, on les choisit plus en fonction de ça. Quand on tient le discours de, par exemple, les gens parlent pas français ou il faut franciser les immigrants, c'est vrai pour le 40% qui le connaît pas, mais on oublie que les principaux problèmes d'intégration économique et de racisme, en guillemets, sont auprès de communautés qui parlent déjà le français. Les Maghrébins, les Haïtiens, même les Latino-Américains qui l'apprennent assez vite aussi. Alors, c'est comme on parle toujours immigrant égale allophone. On a l'air d'avoir oublié que depuis 30 ans que c'est le Québec qui sélectionne ses immigrants. On a quand même sélectionné une majorité de francophones et c'est eux souvent parce qu'on les voit plus et qui sont plus intégrés. L'intégration, souvent, c'est ça qui suscite la résistance. Ces gens-là sont partout, ils sont dans nos institutions et c'est pas nécessairement pour ceux qui étaient dans les ghettos du passé qu'on a des préjugés, c'est sur ceux qu'on voit tous les jours. Ouais. Donc c'est toute la différence aussi entre la réussite en éducation et la réussite de l'intégration sociale. Et le marché du travail. Parce que ces jeunes-là, quand ils envoient des CV, s'ils mettent le nom Mohamed un tel, ils sont pas convoqués en entrevue. S'ils mettent Monsieur Tremblay, ils sont convoqués en entrevue. Ça, est-ce que vous avez senti ça dans votre parcours, moi, Claudia? Ça m'est déjà arrivé avec mon nom qui est un peu bizarre. Pourtant, je parle très bien français, j'ai pas d'accent. Capraoui, c'est un nom d'origine polonaise? Absolument, oui. C'est ça. Donc, j'avais eu un pharmacien à un moment donné qui m'a appelé quand j'étais pas propriétaire, j'étais salarié. Et il m'a appelé, il dit, mon Dieu, j'ai tellement hésité à t'appeler parce que ton nom. Au moins, il l'avoue candidement. Oui, mais il m'a dit, mais tu parles très bien français. Je disais, oui, je parle très bien français, j'ai fait de mes études ici, puis j'ai pas de problème à m'exprimer en français, mais... Puis José, est-ce qu'il s'est fait taquiner quand il était petit garçon parce qu'il y avait un nom au Québec qui est plus un nom de fille? Beaucoup, beaucoup, mais qu'est-ce que je remarque aujourd'hui, c'est que bon, j'ai la chance d'engager des gens, donc j'ai un emploi que j'ai engagé des personnes souvent. Quand je reçois des résumés, des CV, souvent il y a des noms maghrébins, tout ça. Je les passe en entrevue et je vais vous avouer, des fois, je vais engager des gens
soit surqualifiés ou qui ont beaucoup d'expérience par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la misère à trouver du travail. Ouais. Moi, j'ai peut-être un parti pris. C'est sûr que je vais les rencontrer. C'est sûr que je vais vouloir les interviewer. Mais c'est difficile pour eux, c'est difficile. La seule chose que j'aimerais faire remarquer aussi, c'est que mon histoire a vraiment rien de particulier. J'ai regardé les réactions à ma lettre et surtout les réactions des migrants. Ils sont tous reconnus. Ils sont reconnus dans mon histoire. Je veux dire, je suis loin d'être le seul. Là. Oui, chacun réussit à sa façon, mais des exemples comme moi, il y en a des milliers et des milliers. Là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a personne de la CAQ qui vous a fait signe depuis hier. Non. Ça serait bien quand même, parce que il y a de quoi faire réfléchir, surtout dans la mesure où effectivement, ça semble tellement représentatif de réalité tout à fait normale dans un processus d'immigration. Alors, il y a par contre, après ça, vous êtes des immigrants parfaitement intégrés et tout, et il paraît qu'à un moment donné aussi, même sur l'échiquier politique, après 2 générations, vous vous comportez comme tout le monde, là. Alors, d'entendre en plus Pierre-Carl Péladeau dire faut se dépêcher là parce que plus ils sont nombreux, plus on perd des comtés. Oui, ça aussi, ça doit être choquant. Faut le faire avant qu'ils comptent trop. Oui. C'est ça qu'il dit là. Donc c'est comme si on compterait pas assez ou comme on aurait peur qu'ils comptent, on aurait peur de leur opinion. C'est très choquant. Je veux dire, je paye mes impôts, je travaille ici, j'adore mon pays là. Donc pourquoi mon vote compterait moins? C'est sûr pour les immigrants, il y a raison sur une chose. Point de vue de pourcentage, c'est indéniable. Les immigrants votent plus pour le non. Convainquez-nous. Je veux dire, mais pas pour les mêmes raisons. On est moins émotif. On n'a pas l'histoire québécoise des années 50, des années 40. Donc, faut développer des arguments. Exactement, des arguments économiques. Nous, on a peur des changements. On vient souvent de des situations conflictuelles. On ne veut pas revivre qu'est-ce qu'on a vécu dans nos pays. Convainquez-nous différemment. Mais on est convaincable, c'est clair, là. Oui. Très, très intéressant de vous entendre et j'ai l'impression que ça va continuer de faire réagir beaucoup. Marie McEndroe, sur le plan, effectivement, quand on regarde tout le contexte de l'intégration sociale, tout le contexte de l'éducation, est-ce qu'on a l'impression que sur le plan politique, mais vous allez pas jusqu'à faire des extrapolations de ce côté-là, vous, hein? Moi, je me souviens qu'en 95, il y avait eu des études de sondage qui avaient été faites, qui avaient montré que c'est les deuxièmes générations des communautés culturelles arrivées après 77, les intentions de vote étaient à peu près moitié-moitié. Donc 95 a été une période, malgré l'erreur, on peut dire, de M. Parizeau, mais était une période où le nationalisme inclusif était au maximum. Je devais en parler à TVA ce jour-là et le M. Parizeau, évidemment, ayant démissionné, j'ai fait antichambre et ensuite, évidemment, M. Parizeau a eu priorité sur moi, ce qui est tout à fait normal. Mais là, moi, je suis pas politicologue, donc mais je me souviens qu'on avait eu ces données-là à l'époque parce que je travaillais plus dans un centre de recherche qui était plus large que simplement l'éducation. Et mon hypothèse, ça serait que peut-être que les jeunes de deuxième génération, de deuxième et même qu'on commence à en avoir des troisièmes, là, probablement qu'il s'est assez divisé, mais ça va dépendre évidemment au rapport de la langue française, au rapport un peu comment ils ont été accueillis. Je me souviens aussi, et ça je pense que les politicologues pourraient vous le confirmer, que les Maghrébins qui sont arrivés dans les années 90, 2000, je dis des années 2000 plutôt, ou 90, souvent les gens étaient proches du Bloc québécois, parce que le Bloc québécois était le parti dominant au Québec, et le Bloc québécois avait beaucoup défendu, dans le cas par exemple des gens, j'oublie le nom du monsieur syrien qui avait été... mon Dieu, oui, on sait exactement, Maher Arar. Voilà. Et donc, je pense que les gens sont pas nécessairement réfractaires, mais encore une fois, c'est pas un indicateur d'intégration. Hein? On peut pas exiger que les gens deviennent indépendantistes comme indicateur d'intégration. Et en plus, les jeunes doivent ressembler à leur génération, puis on voit que la génération est moins nationaliste que celle qui l'a précédée chez tous les jeunes. Alors, ce serait plus à suggérer une approche à la Gérald Godin, qui parlait très bien portugais et qui qui a été député du Parti québécois. Et grec? Il parlait grec aussi. Il parlait pas très bien, mais il avait appris le grec puisqu'il était élu dans le parc extension. Merci beaucoup. Alors, Marie McEndroe qu'on vient d'entendre et surtout José Franco et Claudia Capraoui, ce couple est vraiment la lettre de José Franco. On va la mettre en lien sur notre site pour que vous puissiez la lire. Elle est tellement simple et parfaite. On se retrouve après les nouvelles. Ici Maxime Coutier, bonjour. Le candidat favori dans la course à la direction du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, a finalement présenté des excuses en fin de journée hier pour ses propos controversés sur l'immigration et la souveraineté. Les critiques étaient venues de toutes parts pour dénoncer son affirmation selon laquelle la démographie et l'immigration nuisaient à la cause souverainiste. Pierre-Carl Péladeau s'est d'abord défendu d'avoir commis une bourde, mais il a ensuite admis son erreur.